Ok, donc merci d'être ici, avoir avec moi cet honneur de la dernière session. Ceci était d'origine prévue comme une présentation éclair, mais comme c'est la seule présentation éclair, il n'y a pas beaucoup de pression, donc je peux expliquer un peu plus. Moi, je suis Victor Horvat, je travaille chez Alixen. Chez Alixen, on fait tout ce qui est ingénierie de logiciels libres, développement, maintenance, autodisponibilité et supervision. Moi-même, je suis développeur, ingénieur recherche et développement chez Alixen. Et depuis environ une année, je suis impliqué dans le projet Résilience, qui est un projet de recherche entre plusieurs partenaires. Je vais aller en plus de détails là. Et dans ce cadre-là, je vous parle de RenderJS, une architecture de composantes HTML5 pour composer une application HTML5. Alors, je vais vous parler du projet Résilience, ensuite on regarde en détail RenderJS et on finit par une petite exemple. Alors, le projet Résilience, c'est un projet de recherche collaboratif qui regroupe 11 laboratoires et sociétés, de sociétés de petite et moyenne taille surtout. À l'intérieur du pôle systématique, on est aussi co-financé par nous, Alixen, par le Conseil général de l'Essonne. Et c'est un projet qui vise plusieurs technologies. Le sujet général, c'est du resilient computing. L'idée, c'est d'avoir une cloud décentralisée et repartie. Donc, une cloud qui n'a pas besoin d'un centre de données, mais qui mise beaucoup sur le chiffrement, sur la duplication, pour avoir, dans le cas d'une grande défaillance, toujours avoir une copie qui tourne, que les données restent toujours accessibles et quand même sécurisées. Il y a plusieurs technologies dedans, donc il y a SlapOS, côté infrastructure serveur, il y a JIO. J'ai fait une petite présentation de JIO hier matin, ensemble avec Ludovic Debos et XWiki. JIO, c'est intéressant parce qu'il s'agit d'un système de fichiers repartis. On sépare une application web en JavaScript de ses données. L'idée, je trouve assez visionnaire parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve très couramment. Mais ça peut donner à l'utilisateur vraiment la possibilité de maîtriser ses données, de garder la contrôle parce que c'est l'utilisateur qui dit à l'application web où seront stockées ses données, ou bien pour accéder à les données d'autres. Mais bon, ça c'était hier et ça a été enregistré, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder. Et aujourd'hui, je vous parle de RenderJS. Une remarque personnelle pour ce projet Résilience, je trouve le sujet assez intéressant parce que depuis longtemps, je suis convaincu qu'on réduit trop fortement nos options si on pense qu'à un grand hébergeur de grande taille et le faire soi-même sur un petit Raspberry Pi dans sa chambre. Il y a quelque chose entre ces deux extrêmes. Il n'y a surtout pas l'idée, si je ne vais pas chez le géant X, je dois faire tout moi-même. C'est pas vrai. Non seulement est-ce qu'on peut aller chez des petites sociétés, mais on peut aussi aller chez ses amis. Là, je parle surtout dans le domaine particulier. Faire un serveur mail, faire un serveur web, ça peut être assez compliqué aujourd'hui. Si on se regroupe un peu, si l'idée est, si l'alternative serait pour un particulier, je vais chez les geeks de mon confiance, en décentralisant, on peut arriver à pas mal de choses. Ça a que des avantages. Le geek, il sera content parce que sur la prochaine fête où vous l'invitez, il sera un peu plus au centre. Et en plus, lui, il peut faire des choses, il peut administrer vos données, donc tout le monde est content. Mais maintenant, on plonge dans RenderJS. C'est une architecture de composantes. Peut-être que vous avez entendu d'autres architectures de composantes. On parle parfois des gadgets et de plusieurs standards. Alors, pourquoi encore une? Parce que bon, celle-ci est différente. On parle des gadgets. Et des gadgets sont des composantes. Si vous pensez à l'anglais et si vous pensez à gadget, c'est une sorte de jouet superflu. C'est pas exactement ça. On parle bien des composantes là. Et aussi le mot widget est juste une abréviation. Je ne savais pas, mais c'est juste une abréviation pour Window Gadget. Donc le mot gadget a une certaine tradition là. Ces composantes, si on parle d'une composition d'une application web, on pense parfois à mettre ensemble une Google Maps avec une autre chose. Donc avoir des grands blocs, presque des iframes, deux qu'on met ensemble. Alors, RenderJS est beaucoup plus général et beaucoup plus abstrait que ça. Évidemment, on peut faire deux blocs ensemble. Mais l'idée, c'est vraiment que ces blocs peuvent être grands ou ils peuvent être aussi très très petits. Imaginez un champ de formulaire, aussi petit que ça. Ça aussi, ça peut être une composante qu'on intègre.
la composante peut même être totalement invisible si elle ne donne que de l'infrastructure, que de services à d'autres gadgets. Évidemment, pour cela, il faut que l'intégration des gadgets est assez simple et assez rapide. Donc, on n'a pas besoin de s'amuser avec plein de manifestes, mais que l'intégration des gadgets soit vraiment simple. Donc, un gadget, ce n'est pas du XML ou d'autre chose, c'est une page HTML, tout simple, avec son CSS et son JavaScript. L'idée est vraiment qu'on peut encapsuler quelque chose qui existe déjà, donc avec le moindre adaptation possible, et qu'on la réutilise autant qu'on peut. De l'un côté, le but est évidemment d'arriver à un maximum d'isolation. Le but parfait, c'est que si le JavaScript et le CSS qui est dans un gadget n'a aucun effet vers d'autres. On peut avoir plusieurs versions de la même bibliothèque et toutes sortes de choses comme ça. Ça, c'est le but. Quand même, bien sûr, on veut, de manière contrôlée, des interactions. Parce que sinon, on n'arrive pas au FRN. On veut vraiment qu'il y ait des interactions entre les gadgets. Voici un exemple pour le plus petit gadget possible. Donc, c'est vraiment juste une page HTML5. On aurait pu éliminer le CSS encore. Alors, une petite phrase. Et disons, ça c'était bonjour.html. Et ensuite, c'est inséré ici. Donc vous voyez que d'abord on charge via Recfire.js, on charge la bibliothèque render.js elle-même, et ensuite là, on insère le gadget. Vous voyez que ça se passe avec des paramètres standard HTML, bon, avec des paramètres, avec les attributs data, et avec une ID. Donc tout d'abord, je donne une ID à mon gadget. Je dis où se trouve le gadget, je donne le chemin. Et là, je dis s'il peut être caché par le navigateur ou non. Bon, je ne vous montre pas le résultat c'est clair. Hein, Qu'est-ce qu'on peut faire de plus à cette chose basique? Alors tout d'abord, Render.js est à la fois utilisable aujourd'hui et en plein développement. Il y a plein de nouveaux types qui viennent et qui arrivent et qui seront intégrés. Et il y a une version qui tourne déjà aujourd'hui. On peut donc imbriquer des gadgets. Tout ça, ça peut être un arbre. Les arbres, c'est toujours bon, les arbres. On les aime bien. Donc on peut très bien prendre un gadget qui a un sous-gadget, qui a un sous-gadget, et arriver à cette manière à une composition organique. On peut considérer les gadgets un peu comme des fonctions. En fait, bien plus que ça. Un gadget, c'est une sorte de fournisseur de services via JavaScript qui vient avec son API. Tous les gadgets aussi pourraient jouer un rôle global. Quand on le charge, on lui donne des données, on récupère des données de lui, et de cette manière, ça peut presque paraître comme un remote procedure call. On peut aussi gérer le caching, parce qu'évidemment, si les gadgets sont très petits, on ne veut pas toujours tout charger avec chacun un appel Ajax, mais s'il y a un grand nombre de gadgets, si le code source est caché, côté Render.js, l'affichage, le chargement va être bien plus rapide et plus efficace. Comme le but, c'est qu'on peut intégrer d'autres bibliothèques, évidemment, on peut aussi prendre une chose comme jQuery mobile et arriver à des apps mobiles. Et il y a une sorte de catalogue où on peut chercher des gadgets, tout en JavaScript, en programmatique. Il y a plusieurs dépôts possibles, on peut rajouter le sien, et ainsi on n'a pas besoin de traquer, de garder la trace de chaque composante qu'on utilise, mais on peut s'appuyer sur ce catalogue. Par exemple, si on cherche, j'ai besoin d'une composante qui peut m'afficher ou éditer du PDF, du SVG, du PNG, du texte, et on demande au catalogue qui peut faire ça. C'est surtout pour un tel scénario qu'un catalogue paraît bien utile. Comment est-ce qu'on peut interagir avec un gadget? Là, je parle d'une interaction en général. Ça peut être entre plusieurs gadgets ou ça peut être surtout entre le gadget et le parent, la page où il est inséré. Donc tout d'abord, on peut lui donner des propriétés du type clé-valeur tout au début. Ensuite, on peut appeler des fonctions JavaScript que le gadget exporte. C'est là où il y a une sorte d'API. Le gadget exporte un certain nombre de fonctions. Il récupère lui-même et il attache à son gadget plusieurs fonctions qui sont ensuite
disponible, donc avec l'idée du gadget et le nom de la fonction. On peut également appeler des fonctions à partir des URL. Donc il y a un routeur aussi disponible dans Render.js, ou plutôt c'est une autre gadget, c'est une composante qui peut faire que une URL virtuelle, donc virtuelle comme le History API, des URL qui sont interprétées depuis le JavaScript, une fois interprétées de base par le navigateur, ensuite en JavaScript, vers des gadgets qu'on a déjà chargés. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça si on peut aussi directement appeler le JavaScript? Bon, parce que ça peut bien être plus rapide et directement avec une seule URL, on peut arriver à une action. On peut aussi imaginer pour le futur bien plus d'échanges entre des URL très précis. L'URL elle-même devient alors un appel JavaScript. Entre des gadgets, on peut les combiner. Donc les gadgets déclarent leur service, et ensuite on peut faire la liaison entre des fonctions JavaScript ou bien entre des événements HTML. Là je vous donne un exemple tout petit. Dans le JavaScript du gadget, il y a donc une fonction qui s'appelle JSCall1 qui est exportée. Le gadget est récupéré, il récupère lui-même, ensuite il se rajoute à une fonction JSCall1 qui ne fait là qu'une alerte. Et ensuite, dans la page incluant, bien sûr, on pourrait simplement appeler cette fonction, mais on peut aussi... Là, c'est un exemple pour un de ces gadgets d'infrastructure qui est lui-même invisible, mais qui agit sur les autres. Là, il s'appelle Main Interactor. Il est initialisé avec une connexion, il doit établir une connexion entre A, le gadget A, et son méthode JSCall1, et le gadget B et le méthode JSCall1 de B. Une fois que A est appelé, B sera appelé également. Comment est-ce qu'on peut faire de l'isolation en JavaScript? En JavaScript, on pense immédiatement, mais il n'y a que des objets globaux. Certes, je peux essayer de cacher un maximum dans des closures, mais à la fin, j'ai toujours des objets globaux, au moins un pour appeler, et tout est rattaché dans l'environnement navigateur, tout est rajouté à Windows. Et en plus, il y a cette référence this qu'on peut, avec des appels call apply, on peut mettre this à toute autre chose, et ensuite le pauvre JavaScript doit travailler sur toute autre chose et pourrait être abusé. Il y a, dans le cadre du projet Résilience, il y a par exemple l'INRIA qui a développé SafeJS. Alors là, je n'étais pas du tout impliqué dans le processus de création de SafeJS et je ne vais pas parler pour eux. J'ai que lu le papier de l'article qui est indiqué là en bas et je vous explique ce que j'ai compris de celui-là. Ça c'est bien pour la prochaine version de Render.js. L'idée c'est de se faire des bacs à sable pour JavaScript et il y a l'idée de base est d'utiliser des web workers. C'est une standard W3C en cours qui, en fait, c'est pour faire des threads, hein, c'est pour faire des fils d'exécution dans l'application JavaScript. Et justement, la spécification dit que ces fils d'exécution, ils sont totalement isolés du DOM, du reste du JavaScript, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est échanger au niveau des chaînes de caractères avec l'application, communiquer avec des chaînes de caractères avec le processus principal, le thread principal. Donc l'idée de base est d'utiliser un tel web worker et mettre les gadgets dedans. Par contre, le gadget veut bien être visible, il veut bien travailler sur le DOM. Donc, SafeJS lui donne un DOM virtuel pour chaque conteneur et qui fait le pont avec une partie du DOM, du vrai DOM. Et s'il y a des changements au niveau de gadgets, ils sont appliqués au DOM principal ou non. Donc là, un exemple que j'ai tiré directement de cet article, on commence avec la bibliothèque SafeJS qui crée un nouveau worker. Ils créent un DOM virtuel. Ils se sont basés, je crois, sur JSDOM, qui est la partie DOM dans Node.
ils l'ont adapté pour tourner dans le navigateur. Ils ont enlevé ce qui ne fait pas de sens dans le navigateur. C'est tout est libre, hein, ils ont donné des références vers GitHub. Il y a donc une DOM virtuelle qui est créée. Il y a le script potentiellement dangereux, donc le JavaScript du gadget qui est chargé. Et ensuite, cette JavaScript, ils ont implémenté tout ce qui est DOM niveau 3 dans leur DOM virtuel. Et donc, le script lui-même, il travaille sur ce DOM virtuel. Évidemment, il peut le lire. Et s'il écrit sur ce DOM virtuel, alors ça se traduit dans un message. On rappelle, les web workers, ils peuvent communiquer au niveau des chaînes de caractères. Donc c'est envoyé vers CSJS et ensuite on voit si c'est une opération valide ou non. Si c'est une opération valide, on l'applique au DOM principal et on reflète ça aussi dans le DOM virtuel. Donc pour le script ne sait rien de ce qu'il est dans une bac à sable. Et si c'est pas permis, alors selon la politique en cours, soit on fait rien, soit on termine le worker. Il y a plusieurs possibilités. Voilà, à la fin, si c'était autorisé, à la fin, il y a l'adaptation du DOM principal et donc du document de changement visuel pour l'utilisateur. Maintenant, alors, les adresses URL, c'est renderjs.org. Et pour démontrer les possibilités, il y a aussi OfficeJS. OfficeJS qui est une suite bureautique qui combine renderjs et JIO. JIO pour l'accès aux données et renderjs pour la composition. Par contre, il est basé un peu dans OfficeJS, dans la démo en ligne de OfficeJS. Je peux vous montrer, mais il est basé encore sur une ancienne version de renderjs. Donc l'installation, par exemple, tout se fait programmatiquement, pas avec des attributs data. Mais si vous voulez, je peux vous montrer un exemple qui vient avec renderjs et on peut changer les petites lignes. Étant donné le temps, en général, je n'ose pas toucher à plus qu'une ligne, mais une ligne, ça va peut-être aller. Alors, tout d'abord, je vous montre l'exemple. Voilà. Tout tourne sur localhost. J'ai essayé de récupérer tout pour ne pas être dépendant de ce Wi-Fi. Voilà. Oui, c'est vraiment ce qui est derrière qui est intéressant parce que c'est juste un exemple. Hein. Si je clique sur une Toyota, là il y a le Japon qui apparaît. Il faut savoir que ici, ça c'est un gadget et ça c'est un autre gadget. Donc les deux communiquent l'un avec l'autre. Donc là, on va aller dans les exemples. Un exemple en anglais, un jQuery mobile. Voilà. Là, vous voyez, c'est assez grand pour que tout le monde puisse lire. Un peu plus grand. Ça peut être un peu plus mieux. Hein. C'est mieux. Hein. Ok, donc vous voyez que là, bon, il y a renderjs qui est pris. En fait, il y a une version particulière de renderjs qui est pris, notamment quelque chose qui inclut aussi jQuery mobile. Il y a parfois des particularités, par exemple là pour jQuery mobile, il n'a pas l'habitude d'être initialisé lui-même à partir de quelque chose qui est asynchrone. Donc bref, la solution est facile, il faut juste initialiser tout à partir si tout est prêt. Donc c'est pour ça qu'il est à l'intérieur d'un appel à renderjs bind ready. Mais donc ce que je veux voir, c'est les gadgets. Là vous avez la liste des différents éléments. Bon, tout ça c'est rendu par
par jQuery Mobile. Donc ce sont juste des lignes. Et là, je rajoute un nouveau qui s'appelle ostc.fr et qui ici, on clique. Tout ça c'est un peu redondant, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc sur un on-click, il va chercher le gadget qui s'appelle GQM Details Gadget. Ensuite, il va appeler la méthode Update Country. Il va lui donner France comme paramètre. Et donc le Details Gadget, là, il est écrit une fois de manière générale Country of Origin. Et là, il y a la fonction. C'est pareil, il retrouve lui-même et ensuite il définit la fonction Update Country. Et là, par exemple, on pourrait aussi, maintenant c'est un peu en double, mais on peut bien écrire autre chose. Voilà. C'est triste. Voilà. On veut la prochaine. Et si tout va bien, si le navigateur n'a pas trop caché, si je recharge tout ça, il a trop caché, je pense. On va forcer qu'il se recharge. Voilà. Donc là, tout ça, vous avez vu, hein, c'est pas mon code qui appelle tout ça, le filtrage, tout ça, ça devrait venir de jQuery Mobile. Donc si je cherche OS, j'ai Mosglitch et OSTC, et quand je continue à chercher, je n'ai que OSTC.fr, et là, il se passe ce qu'on attend.